Ils sortent du brouillard caustique, le chlore et le brome leur collent aux poumons comme quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar. Ils avancent en titubant, gémissant, leurs uniformes à moitié fondus et pendant en lambeaux, le visage couvert de sang. Chaque pas semble pouvoir être le dernier, mais ils continuent d'avancer. Les forces allemandes, lourdement armées et munies d'équipements de protection, halètent d'horreur. Rien n'aurait pu survivre au bombardement qu'ils ont déclenché. Et pourtant, quelque chose a survécu. Leur peau est brûlée et marbrée, leur langue est boursouflée et noircie dans leur bouche. Tout ce qui sort de leur gorge gargouillante, ce sont des hurlements terrifiants et humides. À chaque toux ou suffocation lors de leur charge contre les forces allemandes supérieures en nombre, ils recrachent une boule nécrosée de chair pulmonaire. Les Allemands commencent à paniquer. C'est comme une terreur surgit des recoins les plus sombres de leur imagination. Ils rompent les rangs, certains jettent leurs armes et fuient pour sauver leur peau, loin du nuage, loin de ces monstres revenus d'entre les morts. Les historiens du futur appelleront cet événement terrifiant l'attaque des hommes morts. Le bombardement au gaz toxique des forces allemandes sur la forteresse russe ou soviétique dans le nord-est de la Pologne avait déjà effectivement tué ces hommes. Leurs organes avaient fondu de l'intérieur, leurs armes étaient devenues inutilisables. Mais la volonté de fer d'un soldat est souvent la dernière à s'éroder. Les Allemands vont se regrouper pour tenter d'écraser les défenses de la forteresse, mais le monde se souviendra du moment où une poignée de cadavres ambulants a terrifié l'une des armées les plus puissantes du monde. Et ce n'était même pas la bataille la plus brutale de l'histoire. La bataille de Cannes. 216 avant Jésus-Christ, ce n'est pas un combat, pas plus qu'on ne peut dire qu'un cochon se bat contre le boucher. L'infanterie romaine est si serrée qu'on ne peut même pas brandir une épée ou bouger les bras. Épaule contre épaule, bouclier contre bouclier, la ligne s'effondre en une seule masse écrasante d'hommes. Tu ne vois que quelques visages pressés autour de toi, mais tu ressens cette poussée lente et implacable alors que la formation s'enfonce dans le chaos. La pression augmente sur ton armure et tes os, chassant l'air de tes poumons. Et pire encore, tu entends quelque chose au loin. Des hurlements, la chair qu'on tranche. C'est impossible. Vous étiez bien plus nombreux que l'ennemi, 80 000 soldats romains, la plus grande force jamais réunie par la République. Comment la situation a-t-elle pu se renverser si brutalement ? Cela ne pouvait être que l'œuvre d'un des plus grands ennemis de Rome, Hannibal de Carthage. Lorsque les généraux romains apprirent la prise du grenier à blé de Cannes par Hannibal, ils y virent une occasion idéale d'écraser cet arriviste et d'éliminer la menace carthaginoise. Ils étaient loin de se douter que c'était exactement ce que Hannibal espérait. Même avec ses 50 000 soldats inférieurs en nombre, il semble que le destin soit de son côté. Un vent brutal de libécio balaie le champ, soulevant une tempête de poussière étouffante qui traverse le champ de bataille. Hannibal a prévu cela, il place son armée au nord, forçant les Romains à faire face au sud directement dans le vent. Les Romains sont concentrés sur leur supériorité numérique, si bien qu'ils ne remarquent pas qu'Hannibal a déjà manipulé le terrain à son avantage. Il a enfermé les forces romaines dans une vallée étroite, bordée par une rivière qui rend toute fuite facile impossible. Alors que les forces romaines avancent, Hannibal exploite la flexibilité de ses troupes, formant sa ligne en un large croissant. Il attaque les forces romaines sur les flancs, sur la gauche et la droite, mais malgré cela, les Romains ne remarquent pas ce qui se passe. Il continue d'avancer, espérant peut-être briser les rangs d'Hannibal grâce au nombre impressionnant de soldats dont il dispose. Personne ne remarquera avant qu'il ne soit trop tard que les deux extrémités de la formation, en croissant d'Hannibal, commencent à se refermer autour des forces romaines, la transformant en cercle. Les 90 000 soldats romains sont tous piégés à l'intérieur. Le plus grand avantage de l'armée, leur nombre, est devenu leur plus grande faiblesse. Alors que les soldats d'Hannibal resserrent l'étau, les soldats romains s'entassent les uns sur les autres, s'écrasant, suffoquant, sans aucune issue pour s'échapper. Et c'est alors que le véritable massacre commence. Les troupes d'Hannibal manient leurs falcata, des épées courbes et brutales, parfaites pour des coups puissants de haut en bas, et ils se servent de leurs falcata. Alors que les forces romaines crient et luttent sous leur propre poids, les hommes d'Hannibal tailladent. Des coups sont ouverts, des membres tranchés, le tranchant des épées déchire l'armure, la peau, la chair et les os. Les vents cinglants empestent bientôt le sang qui tombe au sol en grandes giclées tièdes, tandis que les rangs extérieurs des Romains sont réduits à des tas de chair massacrés.
Dans les heures suivantes, plus de Romains tombent qu'à tout autre moment de l'histoire de la République. 20% des combattants romains âgés de 18 à 50 ans sont morts à Cannes, anéantis sous les lames impitoyables des hommes d'Hannibal. Hannibal n'a perdu que 6 000 hommes. Parmi les troupes romaines, seulement 14 000 ont pu échapper à ce massacre inimaginable. 10 000 autres ont été capturés et faits prisonniers. Le reste gisait en morceaux à Cannes, à peine reconnaissable comme ayant jamais été humain. C'était un événement qui a ébranlé la République romaine jusque dans ses fondements. Si Hannibal avait profité de cet élan pour lancer une attaque immédiate sur la capitale, il aurait peut-être réalisé son rêve d'effacer Rome telle que nous la connaissons de la carte. Seule son inaction et la décision de la République d'adopter une approche plus prudente face aux Carthaginois ont évité à Rome une ruine totale. Mais même si ce n'était pas le moment décisif qui a offert à Hannibal une série de victoires sans fin, cela lui a permis de laisser son empreinte sanglante dans l'histoire. Il fut l'architecte de l'un des plus grands massacres jamais vus par l'homme sur un champ de bataille. Les batailles du monde antique étaient horribles et viscérales, mais l'invention des armes modernes a porté la brutalité létale de la guerre à un tout autre niveau. La bataille de Verdun, le 21 février 1916, pendant 10 heures d'affilée, l'enfer s'abat du ciel. 808 canons d'artillerie lourde allemands tirent obus après obus, des millions d'entre eux martèlent le paysage et déciment tous ceux qui ont la malchance de se trouver à découvert. Le grondement ininterrompu des mitrailleuses à longue portée peut être entendu à travers la campagne française, à près de 160 km de là. À midi, les tirs cessent, mais seulement assez longtemps pour bercer l'ennemi d'un faux sentiment de sécurité. Tous les soldats français encore en vie après le carnage du matin vont avoir une mauvaise surprise. Quand ils révèlent leur position, les troupes de choc allemandes postées près de la rivière les éliminent rapidement. Leurs ordres sont simples: saigner la France à blanc. Le pire, après tout ce sang versé, c'est que ce n'est encore que le premier jour de l'engagement le plus long et le plus brutal de la Première Guerre mondiale, la bataille de Verdun. L'armée allemande, cependant, a un autre nom pour son offensive, l'opération Jugement. Verdun est une ville située sur la Meuse et abrite une imposante forteresse appelée Fort Douaumont, qui faisait partie d'un vaste anneau défensif de forts en béton. La ville fortifiée a protégé la France des envahisseurs pendant des siècles. Voilà pourquoi les Allemands l'ont choisi comme cible. La logique étant que les Français ne pourraient jamais se résoudre à livrer la ville et la défendront jusqu'au dernier homme. Prendre le territoire est secondaire. Le véritable objectif est de gaspiller les ressources françaises, d'allonger le conflit autant que possible et de massacrer le plus d'hommes possible dans les rangs ennemis. Cette mission s'avérera terriblement facile. Verdun est proche d'une voie ferrée allemande, tandis que les lignes d'approvisionnement et les communications françaises sont faibles. L'emplacement du fort sur la rivière offre aux troupes allemandes non pas un, mais 3 angles d'attaque. Les rénovations du fort ont été achevées dans les années 1880, ajoutant des renforts en acier et en béton au mur du fort pour le rendre plus résistant à l'artillerie. Mais cela remonte tout de même à 30 ans. C'est un nouveau siècle terrifiant où de nouvelles technologies rendent possible la mort de masse à une échelle qu'on n'aurait jamais imaginée auparavant. Dans les intervalles entre les bombardements d'artillerie, des avions de reconnaissance tournent au-dessus de nos têtes à la recherche de survivants. Les troupes d'infanterie attaquent non seulement avec des fusils et des grenades à main, mais aussi avec quelque chose de nouveau, des lance-flammes. En 2 ans, les combattants de chaque camp se sont adaptés au rythme de la guerre. Douloureusement lente, menée par l'usure autant que par les armes, mais Verdun, c'est différent. Par la force de leur assaut impitoyablement efficace, les Allemands ont déjà avancé de 5 km et capturé la forêt voisine de Bois de Course. 2 bataillons français ont réussi à les retenir pendant 2 jours, mais le manque de ravitaillement les a forcés à battre en retraite. Le 25 février, le fort de Douaumont est tombé aux mains des Allemands. Désespéré de défendre Verdun à tout prix, le commandant en chef de la France, le maréchal Joseph Joffre, confie la défense de la ville à Philippe Pétain. Pétain agit vite et prend le commandement de l'artillerie, réorganisant les canons lourds pour exposer davantage les Allemands à mesure qu'ils progressent. Mais il y a maintenant un autre problème. À la fin du mois de février, le printemps approche, transformant la terre dure en marécage. Des tempêtes de neige soudaines, suivies de redoux et de dégel, ont laissé les soldats des 2 camps trempés et transis de froid.
Cependant, la boue épaisse stoppe l'avancée allemande pendant quelques jours, offrant à la France une chance de rétablir ses lignes de ravitaillement. Jusqu'à 12 000 camions de ravitaillement sont amenés depuis la ville voisine de Bar-le-Duc par une route qui sera surnommée localement la Voie sacrée après la guerre. Ces camions sont en rotation constante et sont sous la menace permanente de l'artillerie allemande. Si un camion est attaqué, il est aussitôt abandonné. Pas le temps de réparer avec l'ennemi aux trousses. Mais la chaîne fonctionne comme une montre suisse. On estime qu'un camion arrive sur le champ de bataille toutes les 14 secondes au plus fort du conflit. Sous Pétain, l'armée française résiste et empêche les Allemands d'entrer à Verdun, même si ceux-ci avancent lentement et prennent des parties de la forêt. Bien que les Français ne se soient pas remis du premier bombardement, l'arrivée de renforts et de ravitaillements leur permet de lancer des offensives limitées. Les Allemands doivent étendre leurs lignes pour tenter d'éliminer toute l'artillerie française. Mars et avril deviennent un va-et-vient sanglant de bombardements d'artillerie, transformant les bois épais en terre boueuse jonchée de cadavres et de douilles vides. Malgré les morts, aucun gain majeur n'est réalisé. Un village vau est capturé et repris 16 fois au cours du conflit. L'Allemagne continue d'épuiser la France, mais les progrès sont désormais extrêmement lents. La France continue de tenir une position clé, une colline justement nommée le mort-homme, l'homme mort. Et à mesure que la bataille s'éternise, une autre menace se fait sentir des deux côtés, les éléments. La pluie du printemps remplit les tranchées de boue et d'eau infestées de rats et de la saleté de centaines d'hommes vivant et mourant à proximité les uns des autres. Ceux qui survivent à l'artillerie, aux grenades et aux lance-flammes succombent tout de même à l'infection. Le pied des tranchées est endémique. Cette condition douloureuse cause un gonflement des pieds et résulte du fait de rester debout longtemps dans l'eau jusqu'aux chevilles. En mai, le temps s'améliore et les combats reprennent intensément. Les Allemands prennent le mort-homme, puis les Français capitulent au fort de Vaux. En juin, les Allemands avancent sur deux autres forts clés, Souville et Tavannes. Ces avancées sont réalisées grâce à l'aide d'une autre arme terrifiante. Dans la nuit du 22 juin, 116 000 obus marqués de croix vertes sont tirés sur les positions d'artillerie françaises. Lorsque les obus touchent leur cible, ils n'explosent pas. À la place, ils remplissent l'air d'un composé appelé difogène, si toxique qu'il peut même détruire les filtres des masques à gaz des soldats français. Plus de 1600 hommes meurent asphyxiés cette nuit-là et le lendemain matin, l'Allemagne submerge les défenses françaises, s'approchant à moins de 5 km de la citadelle de Verdun. Le 1er juillet marque le début de la bataille de la Somme, entraînant le redéploiement de troupes et de matériel des deux camps à travers le pays pour ce nouveau conflit. Cela n'a pas empêché les Allemands de tenter de prendre Verdun. Ils avaient une mission, saigner les soldats français jusqu'au dernier, qu'il ne reste plus personne pour défendre la position et que le peuple supplie son gouvernement de se rendre. Mais en essayant de le faire, ils n'ont fait que gaspiller de plus en plus de leurs propres ressources et subir des pertes de plus en plus lourdes. Au 9 juillet même, les obus à gaz n'étaient plus efficaces. Les Français avaient créé de nouveaux masques dotés de filtres adaptés aux difogènes. L'épuisant va-et-vient continue comme au printemps, avec d'énormes pertes des deux côtés, mais sans gain de territoire significatif. La situation commence à changer lorsque Pétain est promu, laissant le général Robernet reprendre son ancien poste. Né à une nouvelle stratégie audacieuse, le barrage roulant. Les artilleurs tirent un rideau d'obus qui transperce l'ennemi et ouvre la voie à l'infanterie pour avancer. Cette technique permet à la France de reprendre le fort de Douaumont en octobre. Puis, en novembre, il lance un lourd bombardement sur le fort de Vaux qui dure toute une semaine. Il y a une accalmie dans la bataille. Puis, en décembre, Nivelle lance la deuxième offensive. Les troupes françaises atteignent la ligne de front et après 10 mois d'agonie, la bataille prend enfin fin le 18 décembre 1916. On estime que 337 000 soldats allemands et 377 000 soldats français ont été tués dans ce qui restera comme l'une des batailles les plus sanglantes de la Grande Guerre. Mais être sur ce champ de bataille cauchemardesque serait encore préférable à ce qui va suivre. La bataille du réservoir de Chauzin. La main du marine tremble alors qu'il sort son couteau de combat et tente de couper le tissu gelé et ensanglanté de son camarade. Il transpire sous l'effort, mais sa sueur s'est déjà changée en cristaux de glace douloureux sur sa peau. Il fait moins 30 degrés, début décembre 1950, au cœur de la région la plus montagneuse de la Corée.
Ses mains tremblent. L'ami du marine gémit comme un animal blessé lorsqu'il retire le tissu déchiré, le décollant de sa peau. La blessure par balle, vieille de 3 jours, en dessous est écœurante, noire, gelée, mais enflée et dégoulinante de pus gangreneux et caustiques. Il est foutu, mais ce n'est pas un soulagement. Toute la morphine qui aurait pu adoucir ses derniers instants a gelé dans les seringues. Ils sont en infériorité numérique sur ce col glacial, 4 contre 1, 30 000 soldats de l'ONU et Marines du 10e corps américain face à 120 000 soldats chinois qui les encerclent de tous côtés dans l'enfer glacé qu'ils appellent le réservoir de Chauzin. Ils sont les survivants, battant en retraite après qu'un afflux soudain de soldats communistes chinois a déferlé sur la péninsule coréenne et anéanti l'avant-garde américaine lors d'une attaque surprise. Les soldats qui s'échappent d'ici seront un jour connus sous le nom des Chosen Few, mais ceux qui survivront réellement à ces 17 jours brutaux seront encore moins nombreux. Les vents cinglants qui transportent des nappes de neige et de grésil réduisent la visibilité à presque rien devant eux, rendant l'évacuation par les airs difficile. Leurs couteaux de combat et les crosses de fusil deviennent précieux car le froid intense rend leurs armes à feu inutilisables. Ils ressemblent aux soldats d'antan. S'ils veulent survivre à cela, ce sera grâce à leur force, leur fureur et leur volonté de vivre, même si cela signifie déchirer un ennemi à main nue. Ils avancent vers le sud-est, ignorant l'agonie du froid et le poids écrasant de leur équipement. Vous êtes surtout en danger si vous êtes une cible facile et à découvert. Pas ici, la situation devient terrifiante quand les forces de l'ONU, avec soldats et civils sud-coréens, doivent emprunter la route la plus étroite à travers les montagnes vers le point d'évacuation. La route d'évasion passe par les hauteurs entre Kotori et Shinongni, un point d'étranglement creusé dans la glace, et la roche. Les soldats chinois approchent de partout et par endroits, le sentier de gravier n'est assez large que pour marcher en file indienne. Ils progressent difficilement sur ces 110 km d'horreur le long de cette route de montagne non goudronnée. Ceux qui succombent à leurs blessures doivent simplement être laissés sur place. Les orteils gelés tombent à l'intérieur des bottes et font du bruit en cognant. Quand les soldats ennemis attaquent, les rangs se brisent et les combats deviennent des duels brutaux. Les baïonnettes transpercent la chair, des cris retentissent, puis s'étouffent dans le sang qui emplit la gorge. Des pelles tactiques et des pierres fracassent des crânes. Au cœur des combats, les combattants s'agrippent, chutent ensemble et finissent dans les ravins où ils disparaissent à jamais. Le feu ennemi crépite, ponctué des détonations sèches des fusils. Par moments, une tête parmi la coalition de l'ONU bascule violemment en arrière. Les soldats touchés par les snipers s'effondrent, une gerbe de sang et de cervelle jaillissant de leur crâne. Leurs dernières pensées sont déjà glacées et à moitié ensevelies sous la neige au moment où ils touchent le sol. Pas le temps de pleurer ni d'enterrer. Continue d'avancer ou rejoins-les. Sur les pentes des montagnes coréennes, des soldats chinois à la peau aussi cassante que de la porcelaine sont figés dans la roche. Davantage de ces soldats meurent du froid brutal que des combats eux-mêmes. Dans la précipitation de leurs supérieurs à les déployer, ils n'ont pas reçu d'équipement d'hiver adéquat. Le froid les punit encore plus que leurs ennemis américains et européens sur les pentes gelées. Le blocus se relâche quand les chasseurs bombardiers du corps des Marines, en renfort naval, attaquent et déchaînent un enfer de feu sur les forces chinoises retranchées. Des cris et des explosions, cette odeur métallique de sang, de chair brûlée et de fumée qui s'élève en grande colonne vers le ciel. Aucun peintre médiéval ne pourrait imaginer quelque chose d'aussi horrible en représentant l'enfer. Le feu et la glace réunis. Des membres épars, les gémissements des mourants peinant à rivaliser avec le grondement du vent sans fin. Tu pleurerais si tes larmes n'étaient pas déjà gelées sur tes joues fendues et tachées de sang. Les hommes luttent vaillamment, mais la nature ne fait pas d'exception pour les braves. Au cours de la retraite brutale, la première division de Marines perd près de 4400 hommes au combat et 7300 à cause du froid. Les deux camps meurent de faim à cause de ravitaillements insuffisants et souvent de l'impossibilité de transporter le peu de nourriture dont ils disposent. Les muscles produisent de l'acide à mesure que la marche continue. Tu ne peux ni dormir ni te reposer. Si tu t'arrêtes, tu gèleras comme tous les autres. Le soutien d'artillerie des divisions de l'autre côté du blocus facilite l'avancée, même si les bruits incessants d'explosions et de cris résonnant dans les oreilles des combattants ressemblent à une blessure à l'âme.
Et pour chaque soldat ennemi qu'ils poignardent, font exploser ou abattent, il semble que des légions entières arrivent simplement pour prendre leur place. Un tel retournement pour les États-Unis dans la guerre de Corée paraissait inimaginable il y a quelques semaines. Après avoir traversé la glace gelée jusqu'au périmètre intérieur, une équipe de secours bénévoles est revenue au cœur de l'action pour sauver 84 blessés laissés derrière. Finalement, les rares survivants ont réussi à échapper aux horreurs du col et du blocus. Sans cela, des dizaines d'autres auraient sûrement rejoint les morts. Mais aussi inimaginablement brutales que furent les horreurs de la bataille du réservoir de Chosin, cela semble encore être une guerre de gentilshommes comparée au cauchemar absolu qui allait suivre. La bataille de Stalingrad. Pour les habitants de Stalingrad, les derniers mois ont été un véritable enfer sur Terre. Dans les rues autrefois paisibles de leur ville, dévastées par les chars et la Luftwaffe, ils se faufilent sous le feu des snipers qui ont fracassé des crânes et répandu de la cervelle sur le béton alentour. Il a fait moins 40 degrés ces derniers jours, mais ils sentent à peine la douleur de leur peau gelée ou de leurs membres engourdis. Pendant que des groupes de soldats s'entretuent dans les rues, ils se glissent d'un coin de rue à l'autre, se cachent dans l'ombre et forment des groupes de recherche pour trouver tout ce qui pourrait ressembler à de la nourriture. Ils fouillent la terre gelée pour trouver des vers, font bouillir et mangent du vieux cuir, et certains mangent la chair des morts quand l'autre option c'est la mort. Mais les cadavres émaciés dans la rue montrent que beaucoup n'ont pas fait ce même choix. Les survivants, aussi longtemps qu'ils peuvent encore porter ce titre, sont malades et terrifiés. Des rats rongent les morts dans les rues, leurs cheveux sont infestés de poux et l'air, même par ses températures glaciales, est chargé de fumée et de mouches bourdonnantes. La dysenterie, le typhus, la diphtérie, la tuberculose et la pneumonie font des ravages sans plus aucun stock de médicaments pour les soigner. Une population civile de 400 000 personnes sera réduite à entre 10 et 60 000 lorsque les horreurs auront pris fin. Beaucoup de survivants ne se réjouiront pas d'avoir survécu face à la famine et à l'esclavage qui les attendent. Les nazis veulent les massacrer et déporter dès qu'ils les voient, tandis que le régime soviétique refuse de les aider à fuir. S'ils tombent entre les griffes de l'une ou l'autre armée, ils seront forcés au travail manuel pour l'effort de guerre. Dans les ruines d'un pâté de maison voisin, un groupe de soldats soviétiques, endurcis et animés désormais par la haine et un désir de vengeance justifié, occupe le 4e étage. Des soldats de la Wehrmacht occupent l'étage inférieur, le 3e. Les Allemands braquent leurs fusils vers le haut, les Russes vers le bas et ils tirent à travers le plancher et le plafond, tous criant de rage. Les balles déchirent les corps, des hommes s'effondrent et saignent. Quand les armes, chargeurs vides, ne produisent de plus que de 20 cliquetis, les combattants sortent leurs couteaux et se ruant les uns sur les autres, taillant la chair avec une folie furieuse. C'est la noirceur absolue de la guerre urbaine. Cela se passe dans plus de 20 immeubles en même temps. Dehors, dans les rues, des corps sont écrasés sous les chenilles des chars, des membres sont arrachés par des grenades. Des snipers et mitrailleurs tirent impunément sur la foule. Les soldats des deux camps empilent les cadavres qui jonchent les rues comme des sacs de sable pour se protéger tant bien que mal des balles. Ces corps ne sont plus des frères d'armes, des camarades ou des civils désormais. Ce n'est plus que de la viande pourrie. Au cours de 6 mois, 2 semaines et 2 jours d'une brutalité inimaginable, le cours de la Seconde Guerre mondiale se retournera à jamais contre l'Allemagne nazie, mais cela coûtera la vie à 1 à 3 millions de personnes. La plupart des historiens et experts militaires estiment que c'est la plus grande et coûteuse bataille de l'histoire humaine. Tout a commencé le 17 juillet 1942 avec un objectif personnellement fixé par Adolf Hitler lui-même. Stalingrad, la grande ville industrielle russe située sur la Volga, doit être capturée par les forces allemandes. La prise de la ville donnerait à l'Allemagne un accès direct aux champs pétrolifères du Caucase, une chance d'anéantir l'armée rouge et servait aussi un objectif de propagande. S'ils prenaient la ville qui portait le nom de Staline, cela humilierait les Russes et détruirait le moral de l'armée rouge. Staline le savait et ordonna à ses généraux de défendre la ville à tout prix. Toute la puissance des armées allemandes et russes convergeait vers une seule ville pour s'y battre jusqu'au bout. Les 2 dirigeants derrière eux puniraient de mort toute retraite ou reddition. C'est la recette du pire bain de sang de l'histoire.
Avant l'assaut terrestre vient la Luftwaffe, obscurcissant le ciel au-dessus de Stalingrad et larguant plus de 1000 tonnes d'explosifs sur la ville en l'espace d'une seule semaine. Les bâtiments s'effondrent, la fumée s'élève et des civils hurlants, noircis par la suie, beaucoup gravement brûlés, amputés ou serrant dans leurs bras les cadavres calcinés de leurs proches, se répandent dans les rues. Ils frappaient les centres militaires, économiques et industriels de la ville en volant à basse altitude, profitant d'une faible défense aérienne pour préparer la future conquête terrestre. Dans les mois suivants, chars et troupes au sol envahirent la ville, avec la rapidité et la brutalité du Blitzkrieg allemand dès début septembre. En s'emparant des rives de la Volga en octobre, les forces de l'Axe pénétrèrent profondément dans la ville, semant le chaos et l'horreur sur leur passage. Quand les soviétiques ripostèrent, les combats éclatèrent sur tous les fronts, avec des escouades échangeant des tirs dans les rues ou s'affrontant brutalement au corps à corps dans les bâtiments en ruine de la ville. Pendant les nuits froides et terribles, des détachements furtifs de soldats soviétiques se livraient à des massacres. Ils quittent leurs avant-postes armés de couteaux, de couperets, de marteaux et de haches, chassant comme des meutes de chacals les troupes allemandes errant dans des rues inconnues, fatiguées, affamées et effrayées. Quand ils trouvent ces traînards, on entend parfois un cri étouffé avant que les soldats ne les agressent et les déchirent dans les rues. Aucune balle gaspillée ni coup de feu pouvant attirer des Allemands venus leur porter secours. Ce n'est pas propre, mais c'est silencieux et redoutablement efficace. Ils traînent les corps hors des rues s'ils sont encore suffisamment entiers pour être traînés. En février 1943, les combats sont terminés. Les forces de l'Axe ont été repoussées et l'armée rouge a été galvanisée pour poursuivre sa marche implacable sur le territoire allemand. Là-bas, ils se vengeront en commettant des atrocités contre la population allemande, mais aucune ne rivalisera avec les horreurs de Stalingrad. La ville est apocalyptique après la bataille, les bâtiments complètement rasés, avec des millions de morts et des millions d'autres mutilés, traumatisés et en deuil. Le sang versé à lui seul pourrait noyer des milliers de personnes. Stalingrad a prouvé que la guerre poussée à l'extrême transforme des hommes ordinaires en monstres. Mais une civilisation ancienne n'a pas attendu la guerre. Ils les ont façonnés dès la naissance. Pour découvrir la réalité terrifiante de ce à quoi ressemblerait réellement votre vie en tant que soldat spartiate, cliquez sur cette vidéo juste ici